Le jeûne intermittent augmente le risque d'accident cardiaque de 91%. J'ai cherché cette étude et je ne l'ai pas trouvée. Parce qu'en fait, elle n'existe pas. Et quand je rêve, j'ai un terme qui est venu comme ça, c'est une société sans maladie. Un monde où dès le plus jeune âge, les valeurs d'altruisme, de pardon, de soutien sont mis en avant plutôt que les notions de victime, de vengeance / punition, de quant à soi. La loi de l'amour et non pas la loi du talion. Ne comptez pas sur ce système pour se changer lui-même. Ça, pour moi, c'est une évidence. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un titre qui a été un peu exposé partout dans les médias. Le jeûne intermittent augmente le risque d'accident cardiaque de 91%. Alors c'est pas un titre putaclic du tout, c'est putaclic là pour attirer l'attention et ainsi de suite. C'est ce qui a été mis en avant largement dans la presse ces derniers jours. J'ai vu Libération qui titrait par exemple « Alimentation, point », avec un air très sérieux. Le jeûne intermittent à long terme, lié à un risque accru de décès cardiovasculaire, révèle une étude. Alors bon, moi vous comprenez, pour moi c'est un peu la merde une telle nouvelle là, parce que ça veut dire que je vais devoir effacer peut-être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de vidéos dans lesquelles je parlais du jeûne et du jeûne intermittent en particulier, de tous ses bénéfices, en m'appuyant effectivement sur l'expérience d'énormément de personnes et sur énormément d'études scientifiques. En particulier qui mettait en avant les bénéfices du jeûne intermittent sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies neurologiques. Non, c'est quand même un peu la merde. Bon, on va arrêter de rigoler. En vérité, il n'y a aucune étude qui montre ça. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que moi, quand j'ai vu ce titre-là dans la presse, immédiatement, et c'est là où vraiment c'est important d'avoir un niveau d'autodéfense intellectuelle, tu vois, par rapport à ce que la presse véhicule actuellement. Je me suis dit, ok, allons voir cette étude, parce qu'il doit y avoir un énorme biais quelque part, parce que ça ne correspond absolument pas ni à mon expérience, ni à ce que je connais de la physiologie. Donc ça ne colle pas du tout, ça sent mauvais. J'ai cherché cette étude, et je ne l'ai pas trouvée, parce qu'en fait, elle n'existe pas. Et si tu vas sur le site qui est à l'origine de ça, qui est l'American Heart Association, en anglais, donc l'association pour le cœur américain, ils indiquent bien, comme indiqué dans tous les communiqués de presse des réunions scientifiques de l'American Heart Association, les résumés de recherche sont considérés comme préliminaires jusqu'à leur publication dans une revue scientifique à comité de lecture. Donc en fait, c'est juste un résumé de recherche qui n'a absolument pas été évalué de manière scientifique. D'ailleurs, il y a des tas de scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui sont insurgés devant la faiblesse méthodologique de ce travail, devant ses lacunes évidentes, et donc sa non-valeur scientifique. Bref. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas un titre à la con que Libération a pu produire, c'est pas la première fois qu'ils montrent leur médiocrité en termes de travail journalistique. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la plupart des médias sautent sur une étude qui n'a jamais été publiée, qui n'a jamais été vérifié, donc qui n'a aucun critère scientifique, et qui en font leur très gros titre, dans lequel finalement on met en cause le jeûne intermittent comme un facteur de dégradation de l'état de santé cardiovasculaire, en dépit de tout ce que les connaissances physiologiques peuvent nous dire sur l'action du jeûne intermittent. Et pourquoi est-ce qu'il ne relaie aucune des dizaines, voire des centaines d'études qui ont été publiées depuis maintenant 10 ou 20 ans sur le jeûne intermittent, qui témoignent de tous ces bénéfices, je vous l'ai dit, santé métabolique, santé cardiaque, santé neurologique, enfin voilà, c'est énorme la littérature qu'il y a dessus, ou même
qu'ils ne relatent pas les milliers de témoignages, dizaines de milliers, centaines de milliers de témoignages qui expérimentent le jeûne et le jeûne intermittent en particulier et qui ont vu sur du long terme leur état de santé largement amélioré. Parce que, si on est clair, quiconque expérimente en voit les bénéfices. Alors tu vas me dire, oulala, 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 Titi, mais voir, c'est pas scientifique. D'accord. Ça pourrait être dangereux à long terme, mais sauf que ça l'est pas. Ça l'est pas parce que si tu étudies un tout petit peu la physiologie, que tu comprends ce qui se passe dans le corps quand jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est ne pas manger le matin, c'est-à-dire élargir la zone d'abstinence de nourriture sur la journée. Tu te rends compte en fait de tous les bénéfices physiologiques qu'il peut y avoir et qui n'ont aucune incidence négative à long terme. On parle par exemple de la mTOR, du système mTOR, hein, c'est un contrôleur central de la croissance cellulaire, de la prolifération cellulaire. Hein. Eh bien, le mTOR, ce facteur-là qui est fortement lié au développement de multiples cancers, de l'épidémie d'obésité aussi, eh bien, il est fortement diminué avec le jeûne intermittent. Donc, moins de risque de cancer, moins de risque d'obésité, et ainsi de suite. Il y a une enzyme qui s'appelle la MPK, hein, qui est le détecteur métabolique de la cellule, lui permettant de s'adapter aux modifications de son environnement et donc de mieux utiliser les nutriments. Donc ça favorise le métabolisme, ça augmente la combustion des réserves, ça permet aux gens de mincir, de perdre du surpoids. Augmentation des protéines FOXO, ce sont des facteurs de transcription jouant un très grand rôle dans la longévité. Augmentation de l'autophagie. L'autophagie, vous savez, c'est ce processus cellulaire qui a lieu en permanence, mais qui est fortement accru en période d'abstinence de nourriture, qui permet à la cellule de s'auto-nettoyer, d'utiliser des nutriments qu'elle a à l'intérieur d'elle pour produire de l'énergie et donc se débarrasser de ses déchets. Diminution de la résistance à l'insuline, amélioration de l'oxydation des lipides, donc de l'utilisation des graisses dans l'organisme, augmentation du métabolisme, tu es moins fatigué, tu produis plus d'énergie et tu stockes moins, que du bénéfice. Un boost énorme de la production de BDNF, Brain Derivated Neurotrophic Factor, excusez-moi, c'est toujours pitoyable, je me casse la gueule chaque fois au niveau de l'anglais, mais le Brain Derivated Neurotrophic Factor, c'est le facteur neurotrophique. Neurotrophique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il favorise la croissance neuronale, hein, dérivée du cerveau. Eh bien, quand tu jeûnes, tu favorises le BDNF, donc tu deviens moins con. Peut-être que le manque de jeûne expliquerait certains titres putaclic dans les journaux. Diminution de l'inflammation générale, y compris de l'inflammation au niveau du système cardiovasculaire, amélioration de la santé cardiovasculaire, diminution des niveaux de cholestérol dans le sang parce qu'il y a moins d'inflammation, il y a moins de lésions dans le système cardiovasculaire, donc moins de besoin de cholestérol. Alors pourquoi les médias ne font pas leur titre sur les centaines d'études concernant les bénéfices évidents du jeûne intermittent et sautent sur un communiqué de presse bâclé n'ayant aucune rigueur scientifique? On pourrait extrapoler. Pourquoi est-ce que les médias ne font état, par exemple, me concernant, que des très rares, 3 ou 4, hein, qu'on revoit tout le temps, hein, témoignages hein, qui seraient à charge hein. Puis alors, témoignages, je me souviens, par exemple, je vais vous en prendre un, il y avait un gars là, qui s'appelle Julien Hernandez, là, qui nous a sorti dans Futura Science un article qui a été repris en long et en large, dans lequel un jeune diabétique se serait mis en danger à cause de moi. Quand tu vois l'article, comme il est tourné, il n'est même pas certain que le gamin il ait vu la moindre vidéo de ma part. C'est-à-dire comment tu peux associer moi et cet incident qui d'ailleurs n'a même peut-être jamais eu lieu, parce que je vais vous dire, si réellement un jeune s'était mis en danger au point de finir aux urgences, je pense que sur le plan judiciaire, vu comment on va me charger actuellement, eh bien on l'aurait retrouvé. Alors que là non, il n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il n'a aucune valeur juridique. Et même journalistiquement, il n'a aucune valeur. C'est du vent total. Et pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas vos centaines, voire vos milliers de témoignages? Nulle part. Pourquoi un tel parti pris? Pourquoi une telle malhonnêteté? Parce que là, pour le coup, avec Libération, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, quoi. Le gars, il n'a pas fait son boulot, il n'a même pas regardé. Ils ont dû mettre un pigiste qui ne connaît rien au jeûne intermittent. Ils lui ont dit, allez, voilà, fais-nous un titre pour descendre le jeûne intermittent. Alors, vous connaissez mon discours, vous connaissez ma théorie. Elle est très simple. Tout ça, c'est normal. C'est normal parce que votre santé ne rapporte pas d'argent, parce que ce système est un système de gestion de la maladie,
et non pas de promotion de la santé, que toutes les institutions censées gérer votre santé gèrent en fait de la maladie, et elles prospèrent dessus, et que la santé n'a pas de valeur monétaire. Pire que ça, non seulement toutes ces institutions, alors quand je dis institutions, c'est au niveau gouvernemental, au niveau médiatique, au niveau sociétal, non seulement ils prospèrent sur la maladie, mais le système médiatique empêche toute tentative de parler d'autre chose que de maladie. Mais regarde, même le jeûne intermittent, alors là il faut descendre le jeûne intermittent. Les voix discordantes sont disqualifiées, jetées en pâture, diffamées. Alors c'est marrant parce que j'enregistre cette vidéo le lundi de Pâques, dans la cabane du jardin. C'est pour ça qu'il y avait un peu de vent dehors, donc je suis dans la cabane du jardin. Et le lundi de Pâques, vous savez, c'est le lundi qui parachève la semaine sainte. Alors moi j'ai envie de rêver. Et quand je rêve, j'ai un terme qui est venu comme ça, c'est une société sans maladie. C'est marrant parce qu'une société sans maladie, ça fait écho à un livre que j'ai lu très très jeune d'un sociologue fabuleux qui s'appelle Ivan Illich, qui avait écrit un livre qui s'appelait Une société sans école. Une société sans maladie, imaginez un monde où les hôpitaux sont presque vides et où ils n'accueillent finalement que les urgences traumatiques, où les pharmacies, elles vendent seulement des vitamines et des compléments alimentaires, ou même pas, elles vendent de l'argile, du charbon actif et des poches à lavement, où le médecin c'est un éducateur de santé et pas un représentant des laboratoires pharmaceutiques, où le jeûne, la relaxation, l'alimentation saine sont promus et remboursés par le système de santé et l'assurance santé universelle. Là, on n'a pas une assurance maladie, on aurait une assurance santé dans mon monde de rêve. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette utopie, l'utopie d'une société sans maladie. Alors, dans mon rêve, on va raisonner un petit peu, hormis le cas rare, proportionnellement je parle, d'un handicap à la naissance. Ça existe, mais ça reste proportionnellement extrêmement rare, heureusement. Et là encore, la responsabilité sociétale dans pas mal de handicaps qui apparaissent à la naissance, elle pourrait être mise en cause. On sait très bien que les pollutions par les pesticides, les fongicides, les hormones dans l'eau et ainsi de suite, interfèrent les ondes électromagnétiques et tout, interfèrent énormément dans le processus de conception d'un être humain et donc peuvent expliquer énormément d'handicaps à la naissance. Mais bon voilà, hormis ce cas rare, la plupart d'entre nous, on est en bonne santé. On est en santé, on est en bonne santé. Alors je sais, vous allez me dire immédiatement, mais même les enfants, ils sont malades. Et ça, pour moi, c'est la première arnaque. C'est la première arnaque fondamentale. Parce qu'on appelle maladie ce qui est en vérité un symptôme de bonne santé. Je vais vous donner un exemple. La fièvre. Quand quelqu'un a de la fièvre, quand un enfant a de la fièvre, on dit « il est malade ». Mais est-ce que vous savez que, par exemple, dans les cas de cancer, on s'est rendu compte que c'était l'incapacité du corps à faire de la fièvre qui a accéléré le processus de développement tumoral. Et pour traiter ces personnes-là, il y a maintenant une approche qui vise à leur faire des hyperthermies artificielles. C'est-à-dire leur corps est tellement épuisé qu'ils n'arrivent plus à produire de la fièvre et on leur cause une fièvre externe et qui a énormément de vertus sur le plan métabolique. D'accord ? La fièvre, les écoulements, la toux ne sont que des symptômes du corps qui visent à corriger, adapter le terrain physiologique pour lui permettre de s'adapter à son environnement. D'ailleurs, pour un enfant, c'est maladie, c'est toujours bref et intense. Le corps, il s'adapte, les saisons changent, adaptation. L'environnement change, buf, adaptation. Le corps, il s'adapte, il grandit en santé, il apprend de son environnement. C'est un dialogue permanent avec l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on a appelé maladie, qu'on a connoté négativement. Donc, si on est en bonne santé et qu'on ne l'est plus ensuite, c'est donc que notre environnement et notre mode de vie a dégradé notre santé. Et que nos conditions de vie actuellement ne préservent pas la santé, c'est évident. Alors on parle de maladie de civilisation, mais qu'est-ce qui y contribue? Alors moi, mon rêve, le rêve que j'ai là, ce lundi de Pâques, mon rêve, c'est un monde où dès l'école, non, on va être dans la logique d'Ivan Illich, c'est une société sans école, donc il n'y a pas d'école, mais bon, peu importe. Dès l'école, on transmet des valeurs de santé aux enfants pour toute leur vie. Et on ne commence pas à leur faire peur avec des épouvantails de type méchants virus et bactéries.
vois, l'explication toujours c'est l'extérieur et tout, c'est méchant. On est dans la pensée magique. C'est hallucinant parce que on se fout éperdument de la gueule des peuples premiers en disant voilà, eux ils voyaient, ils avaient des gris-gris, ils avaient des choses comme ça. Et nous, on a nos gris-gris à nous, nos virus et nos bactéries, mais comme c'est scientifique, on a l'impression que c'est beaucoup plus sérieux. On ne commence pas à leur faire peur avec les épouvantails de méchants virus et bactéries qui les déresponsabilisent, mais on met en avant leur responsabilité individuelle sur l'état de leur terrain. Moi, je rêve d'un monde où quand une personne présente, par exemple, une glycémie chroniquement élevée, on ne lui dit pas « Ah, change rien à ta nourriture, continue à bouffer de la merde, c'est pas de problème, ça se saurait si ça changeait quoi que ce soit à la santé. » Mais on lui explique comment se régule la glycémie, on lui dit « Arrête de bouffer comme un goré toute la journée, commence à t'orienter vers des alimentations plus naturelles, arrête de manger de la nourriture transformée, arrête de manger toutes les heures et tu vas voir que ton diabète il va disparaître immédiatement. » Un monde par exemple où quand quelqu'un vient consulter un médecin et qui dit « Monsieur le docteur, j'ai du cholestérol », et bien le médecin, au lieu de lui dire « Ouh là, c'est grave, il va falloir prendre un médicament et des statines là, anti-cholestérol, avec toutes les conséquences gravissimes pour la santé de l'organisme, parce que le cholestérol est essentiel », le médecin lui explique « Écoutez monsieur, du cholestérol, c'est normal que vous en ayez dans votre organisme, puisqu'il est produit par le foie de façon endogène. Le cholestérol participe à énormément de processus dans votre organisme, production d'hormones et ainsi de suite, le cortisol, l'aldostérone, les oestrogènes, la testostérone, tout ça sont dérivés du cholestérol. Donc, n'ayez pas peur de votre cholestérol. Par contre, il est certain que vous avez un niveau de cholestérol sanguin qui est relativement élevé par rapport à la normale. Et ça, monsieur, ça s'explique certainement par le fait que vous avez un état d'inflammation dans votre système cardiovasculaire. Et c'est cet état d'inflammation qu'il va falloir corriger pour voir vos niveaux de cholestérol revenir à la normale. Donc moi, je vais prendre du temps avec vous pour essayer de comprendre ce qui, dans votre mode de vie, produit ou conduit à cette inflammation du système cardiovasculaire. Et qu'on va corriger ces facteurs-là, mais je ne vais pas vous prescrire des médicaments anti-cholestérol. Ça serait catastrophique, ça serait dangerosissime. Je ne sais pas si on dit comme ça. Mais voilà, un monde où on explique le rôle du cholestérol dans l'organisme. Et puis un monde où il n'y a pas que ça, pas que la santé physique. Un monde où dès le plus jeune âge, les valeurs d'altruisme, de pardon, de soutien sont mis en avant plutôt que les notions de victime, de vengeance / punition, de quant à soi. La loi de l'amour et non pas la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Une valeur qu'on vous trouve partout dans notre société, dans tous les films. On ne voit que des histoires de vengeance, de tu m'as fait mal, je te fais mal en retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on avance avec ça? Un monde, par exemple, où chaque matin, on puisse se retrouver ensemble et réciter ensemble, par exemple, une prière que je trouve absolument fantastique, qui est la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. Et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Un monde où on regarde chaque jour plus à la poutre qu'on a dans son œil qu'à la paille qui est dans l'œil du voisin. Un monde où on réfléchit à notre propre mode de vie, notre propre chaos qui est dans notre tête, plutôt que d'essayer toujours de juger et de corriger le voisin. Un monde, finalement, où le cœur est changé, où le terrain est changé. Et à partir du moment où le terrain et le cœur sont guéris, à ce moment-là, on se rend compte que la maladie n'existe plus. Et c'est réellement un monde sans maladie. Alors vous allez me dire, Thierry, réveille-toi. Eh ouais, réveille-toi, mon gars. C'est fini, Pâques. Il n'y a plus les petits lapins au chocolat. Tout est inversé. Ouais, c'est la réalité, effectivement. Si j'utilisais des mots, on me les reprochera peut-être, mais je pense qu'ils sont riches de sens. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est décrit dans la Bible. Ce monde, il est voué à Satan. Satan, c'est la séparation, c'est l'inversion. Le chantage et la manipulation par la peur, la punition, la sanction sont au cœur de notre système, au cœur de notre système éducatif, dès le plus jeune âge. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça.
si tu auras une mauvaise note, tu seras puni, tu ne pourras pas sortir, et ainsi de suite. Au cœur de notre système politique, on l'a vu depuis 2020, si tu n'as pas fait ton injection, tu n'as pas le droit d'avoir une vie sociale. C'est hallucinant. C'est hallucinant de pouvoir vivre en tel monde et de pouvoir nous accepter en tant qu'individus libres de vivre une telle violence. Au niveau sociétal, au niveau médical, exactement la même chose. Ne comptez pas sur ce système pour se changer lui-même. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ne comptez pas sur les personnes ayant accédé au pouvoir dans ce système pour le changer. Ne comptez rien que sur vous-même, sur votre cœur. Et quand on parle de cœur, le cœur, il nous a donné un mot qui est le mot de courage. Et il en faut. Il en faut du courage. J'avais un ami qui disait, un ami pasteur, Patrick Fontaine, qui disait, et qui dit toujours d'ailleurs, je pense, j'espère, le royaume de Dieu, il est pour les violents, il est pour les courageux. Il est, excusez-moi l'expression qui va paraître très mâle, blanc, hétérosexuel, mais il est pour ceux qui ont des couilles, ou des ovaires, si vous voulez. Ce qui me paraît vraiment important à mettre en place actuellement, c'est d'abord et avant tout cette dimension de l'autodéfense intellectuelle. Tu vois un titre à la con comme celui qui a pu produire Libération, parmi les milliers de titres à la con qu'ils peuvent produire, on est d'accord. Le jeûne intermittent est responsable de 91% de plus d'accidents cardiovasculaires. Au lieu de te dire oh, « merde, putain, peut-être que je me trompe » et ainsi de suite, immédiatement avoir l'assise suffisante au niveau physiologique pour dire « ok, allons voir où ces mecs se foutent de notre gueule. Allons voir où est-ce qu'il y a un biais. » Et ça, en termes de santé, moi, c'est ce que je m'évertue à essayer de transmettre depuis maintenant quasiment 14 ans, enfin 13 ans. 13 ans 13 ans. 13 ans, un peu plus de 13 ans. Un peu plus de 13 ans. C'est ce que je m'évertue à transmettre. C'est vous donner vraiment l'assise, le fondement qui fait qu'on arrête de vous prendre pour des quiches. D'accord ? Même sans gluten, qu'on arrête de vous prendre pour des abrutis. C'est ce que je vous transmets ici, c'est ce que je vous transmets sur Régénère TV. C'est toute cette information qui est hyper importante. Autodéfense aussi, et là c'est au niveau de notre cœur, préserver notre cœur contre la colère, contre la soif de vengeance que ce monde excite, c'est normal. Quand tu vois le niveau d'injustice dans ce monde, tu n'as qu'une envie, c'est de te venger. Mais ça fait partie du système, tu te fais prendre dans le système lui-même. La sensation d'impuissance, le renoncement, l'abattement. Souvenez-vous, je le répète souvent, c'est un passage de l'épître aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, le combat, il ne se fait pas contre la chair et le sang, il se fait contre l'esprit du mal. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne en face que tu dois détruire, c'est la fausseté, le mensonge à l'intérieur de cette personne. Et donc, on parle de conversion, que cette personne, elle voit la vérité, elle expérimente la vérité. Si vous voulez échapper à ce monde, si on veut échapper à ce monde, il faut d'abord et avant tout penser en termes d'autonomie et de responsabilité. Pas en termes de responsabilité de l'autre, parce que la responsabilité de l'autre, on n'y peut rien. Ce qu'a fait l'autre, on n'y peut rien. Le monde, il te tient tant que tu penses que c'est le changement de tes conditions extérieures qui prévalent. Voilà, tant que tu penses qu'il faut que ceci change, il faut que tu changes de lieu, il faut que tu changes de mari, il faut que tu changes de femme, il faut que tu changes de bagnole, il faut que tu changes de ceci, de cela pour aller mieux, à ce moment-là, le monde, il te tient. Il te tient parce qu'en fait, tu dépends de lui. Et puis peut-être que le monde, il ne va pas te le donner, ce dont tu as besoin. Ou il va te le donner à condition. Prends ma picouse, va taffer, fais ceci, fais cela, prends ma pilule, et ainsi de suite. Le monde, il te tient avec ça. La victoire sur le monde, c'est l'autonomie. Pour moi, c'est définitif. Alors, pas une autonomie, l'autonomie de l'âne sauvage, comme on dit, ah, je fais ce que je veux. Non, non, c'est l'autonomie humble de celui qui a intégré les lois du vivant et qui s'y soumet avec joie parce que ces lois, elles sont bonnes, elles sont justes, elles sont bonnes et c'est des lois de santé, c'est des lois de joie, c'est des lois d'épanouissement. Change et ton monde change. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles nous croyons être impuissants. Et donc, à quoi bon y consacrer du temps ? Mais il y en a des tas sur lesquels on peut faire des choses. Jeûner, méditer, faire du sport, se relaxer, prendre de grands airs, se nourrir avec beaucoup plus de fruits et de légumes. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer aujourd'hui ? Prier. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer aujourd'hui ? Change ce que tu peux changer, n'attends personne, n'attends rien des médias, n'attends rien des institutions. Et ce qu'on ne peut pas changer, ou ce qu'on croit ne pas pouvoir changer parce qu'on se sent impuissant, alors oui, prie, parce que certainement ce que toi tu ne peux pas changer, d'autres peuvent le changer et Dieu peut peut-être agir. Il peut agir sur eux.
Alors oui, une guerre a lieu et elle a lieu depuis longtemps, hein. Cette guerre contre le vivant, elle a commencé il y a un peu plus de 2000 ans, hein. Et elle continue aujourd'hui. Et l'accélération dans laquelle on assiste dans notre société, ben voilà, elle en témoigne chaque jour davantage. Cette coupure avec le vivant, j'en parle régulièrement là, sur Régénère TV. On a une série de vidéos avec Eric Ancelet, hein, qui s'appelle Comment en sommes-nous arrivés là et comment en sortir. Et on explore toute cette coupure avec le vivant au long de l'histoire. Et tous ces temps où il y a eu des espèces d'embranchements et on a fait toujours le choix de l'antivie. Systématiquement, le choix de l'antivie, systématiquement, le choix de la maladie, systématiquement, le choix de la guerre, le choix de la loi du talion, le choix de la pauvreté, de la rareté, le choix de la violence, sont des choix qui ont été posés délibérément. Mais on aurait pu faire d'autres choix. Hein. Le vivant, d'une manière symbolique, il a été mis en croix, il a été humilié, il a été molesté, il a été foulé aux pieds. Mais le vivant, il a toujours triomphé. Et le vivant, il a besoin de nous. Il a besoin de nos cœurs, il a besoin de nos bras, il a besoin de nos bouches pour se manifester. Et si je voulais terminer mon rêve aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, je me dis que si j'ai un rêve, c'est vraiment de voir de mon vivant la fin des idéologies, la fin des dogmes, la fin de toutes ces approches mentales. La science en étant avec le scientisme, un obscurantisme forcené qui s'est abattu sur le monde et qui voudrait tout ramener, hein, à une expérimentation rationnelle, qui voudrait contraindre le monde à une dimension rationnelle. Et voir vraiment des soldats du vivant, des guerriers du vivant se lever davantage chaque jour. Et c'est ce que je vois actuellement pour porter ces valeurs-là. Ces valeurs d'altruisme, de bienveillance, de santé, de soin à l'autre et de soin à soi-même. Vous l'avez compris, c'est tout le but de ces vidéos. Voilà, c'est tout le but. C'est la santé tout azimut. J'espère sincèrement qu'elles y contribuent. Je vous donne rendez-vous régulièrement sur cette chaîne et je vous remercie. Alors, on a dépassé le 1 million d'abonnés. Comme on dit, cocorico. Voilà. J'avais prévu de faire une vidéo monumentale avec un défi pas possible et tout. Bon, en fait, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Mais on la fera. Hein. Mais il y avait trop de choses à faire. Et après, voilà, c'est satisfaisant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir des millions d'abonnés sur YouTube. C'est de voir des millions, des dizaines de millions de vies changer. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Et j'ose espérer que les personnes qui suivent ces vidéos s'en inspirent, s'en nourrissent et transforment leur vie. Parce qu'au final, c'est à vous de le faire. Ces vidéos n'ont aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai du pouvoir que sur ma propre vie. Mais vous avez du pouvoir sur votre vie. Et donc j'espère sincèrement qu'au travers de ce partage sur YouTube, au travers de tous les partages et de toutes les diffusions maintenant que je fais sur le site Régénère TV, sur lequel je vous invite vraiment chaleureusement, parce que vraiment il y a du contenu de très très haut niveau, j'espère que ça contribue à ce que vous puissiez faire le premier pas.